Bonjour, vous écoutez les podcasts de Fidesco. Et aujourd'hui, nous partons nous confiner au Chili. Alors, c'est une destination que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'il s'agit du pays où j'ai vécu 1 an de mission et c'était vraiment incroyable. Mais bon, c'est pas l'objet de ce podcast, évidemment, même si je pourrais en parler des heures. Et d'ailleurs, on va pas se rendre dans mon lieu de mission, j'étais à la capitale, Santiago, mais on va aller à 600 km de là, au sud, pas très loin de la 2e plus grande ville du Chili, Concepción. Et on va à la rencontre d'Hugo et Aude. Buenos días, Hugo. Buenos días, Aude. ¿Cómo están? Buenos días, Marine. Bah écoute, ça va super, et toi? Eh ben, ça va super. Bon, je vois que vous maîtrisez l'espagnol. Avec mes restes de mission, on pourrait faire l'interview en espagnol, mais bon, pas sûr que vous tous qui nous écoutiez vous appréciez, donc on va rester sur du français. Bon, Hugo, Aude, je crois que ça va être facile pour vous cet exercice. Vous avez l'habitude des interviews maintenant, parce que à peine arrivé sur le sol chilien, vous passez en direct à la radio, en espagnol bien sûr. Ça s'est passé comment et comment c'est arrivé? Ouais, exactement. Écoute, ça c'était la petite anecdote de notre début, de notre arrivée au Chili. À peine on est arrivé, on a été reçu par le Padre Pablo, qui est notre parrain, notre partenaire, et 3 minutes après avoir quitté l'aéroport, il a arrêté sa voiture sur le bord de la route et il a appelé la radio locale, qui est la radio la plus écoutée dans notre ville, pour annoncer notre arrivée et voilà, et pour nous présenter. Donc nous, à peine arrivés, on a dû commencer à parler en espagnol. On avait un niveau qui avait besoin d'être encore bien aguerri à l'époque, et donc on a direct été mis tambour battant dans la mission, et on a dû tout de suite parler espagnol dès notre arrivée. On n'a jamais réécouté cette interview, mais je sais pas ce que ça donne. En tout cas, je sais pas si c'était bien espagnol. C'est clair. Je pense que ce serait marrant de la réécouter en fin de mission, non, pour voir ce que vous aviez pu dire. C'est clair. Bon, bah en tout cas, direct dans le bain. Aujourd'hui, vous animez des émissions de radio sur cette même radio d'ailleurs. En quoi consiste cette émission ? Alors du coup, nous, 1 fois par mois, on anime la prière à la radio pendant 1 demi-heure. Et à partir de mars, le Padre nous a donné une nouvelle responsabilité, c'est d'animer un programme de 1 heure à la radio. Le thème, c'est jeunesse et foi. Et là, on avait carte blanche sur les thèmes. Voilà, on pouvait parler aussi bien du mariage, de la sexualité, de la justice, en rapport avec l'actualité, une parole qu'a dit le pape. Voilà, on a fait aussi sur le carême pour les jeunes. Voilà, ça c'est un programme d'1 heure qu'on anime à la radio, mais qu'on n'anime pas en ce moment parce qu'avec le virus, malheureusement, ça a été stoppé. Mais en tout cas, c'est vraiment un programme à destination des jeunes pour les faire grandir sur toutes sortes de sujets, en fait. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il est animé aussi par des jeunes. Quand c'était pas nous, c'était 2 autres jeunes du groupe des jeunes de la paroisse qui animaient ce sujet-là. Ok, génial. Et donc, vous animez ces émissions de radio, mais la raison première de votre présence à Curanilawe, elle est tout autre. Vous travaillez tous les deux dans un centre de réhabilitation qui s'appelle Renace, ça veut dire renaître. Quelle est la mission de ce centre ? Ouais, exactement. On est directeur d'un centre de réhabilitation pour aider des personnes qui ont des addictions à la drogue et à l'alcool. Donc notre mission globale, c'est la gestion de ce centre, donc manager le personnel, animer les équipes, gérer le budget du centre, faire des recherches de fonds, gérer la communication, s'assurer aussi du bon suivi des patients. Donc voilà, c'est vraiment la gestion complète de ce centre-là pour essayer de le développer un maximum et d'aider les patients qui viennent dans le centre. Et pour vous donner un peu de contexte, c'est un centre qui a été créé il y a 3 ans. Ça vient d'une œuvre paroissiale. Voilà, c'est le Padre qui a créé ça il y a 3 ans avec l'aide d'autres membres de la paroisse. Et il a été dirigé donc pendant 2 ans par les premiers missionnaires dans cette ville, Fidesco, et maintenant avec nous pour cette année. Et voilà, c'est un centre d'environ une trentaine de volontaires. Une trentaine de volontaires. Et c'est un centre qui a dû voir à peu près 150 patients en 3 ans. Ouais, incroyable. Et pourquoi ce centre dans cette ville ? Parce qu'en fait, c'est une ancienne ville minière
Et vu qu'aujourd'hui il y a plus de mines, en fait il y a beaucoup de chômage, et donc qui dit chômage dit pauvreté et problème d'alcool et de drogue. Et donc aujourd'hui dans toute la région et particulièrement dans la ville, on a pas mal de soucis et de personnes qui ont des addictions. Et donc c'est pour ça qu'il y avait un vrai besoin de créer ce centre-là, qui a été créé il y a 3 ans. Et ce qui est assez beau avec ce centre où vous êtes, Renace, c'est que il prend en compte toutes les dimensions de la personne, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ça ? Ouais, exactement. Donc, pour aider le patient, en fait, ce qui est mis en place, c'est d'abord des rendez-vous individuels avec chaque patient, qui ont des rendez-vous avec une psychologue, une assistante sociale, et aussi avec un prêtre ou avec une sœur pour la partie spirituelle. Donc, effectivement, l'intégralité des points de travail sont mis en place, et le patient est vraiment bien accompagné sur toute sa partie globalement exactement. Et puis en plus de ça, on essaye aussi que les patients puissent échanger entre eux, partager entre eux. Donc pour ça, on a mis en place des ateliers. On met en place des ateliers, donc ça peut être des ateliers de cuisine, des ateliers de jardinage, des ateliers de fabrication de porte-monnaie de cuir, pour justement que les patients puissent se regrouper, partager, échanger entre eux, et en même temps que ça puisse leur donner plus de confiance sur eux-mêmes, pour augmenter leur estime d'eux-mêmes. Et puis en plus de ça, une fois par mois, on met en place une réunion sous forme souvent un peu de déjeuner, pour rendre la chose un peu conviviale, pour justement réunir tous les patients pour partager sur à la fois les réussites et les joies qu'ils ont pu avoir dans le mois, et puis en même temps qu'ils puissent échanger et partager sur les difficultés, les moments plus difficiles qu'ils ont eu dans le mois. Et justement, en parlant de réussite, vous avez une histoire à nous partager d'une personne qui a réussi à s'en sortir grâce au centre? Ouais, bien sûr, on en a. On a même plusieurs personnes, alors soit qui en sont sorties et qui maintenant reprennent, qui reprennent une vie entre guillemets normale, en tout cas qui ont réussi à mettre de côté leur addiction, même si une addiction n'est jamais vraiment terminée, et même eux le disent que c'est quand même très dur de passer à autre chose, et ils ont quand même toujours cette peur de retomber dans l'addiction. D'ailleurs, on en a certains qui sont sortis de cette addiction et qui continuent à venir au centre parce qu'ils ont quand même un besoin d'être toujours accompagnés. Et puis on a aussi d'autres exemples de gens qui ont vraiment diminué considérablement leur consommation, qui sont toujours au centre, mais qui sont vraiment sur une bonne voie, et qui se sentent bien au centre, et qui ont vraiment réduit leur consommation. Donc c'est une grande joie pour nous. Oui, c'était assez beau parce que au début mars, là, quand c'était les vacances au mois de février, le centre était toujours ouvert, mais nous on n'était plus présents parce que c'était l'équivalent du mois d'août. Et du coup en mars, donc à la rentrée, j'ai fait un petit entretien avec tous les patients, et c'était une belle joie aussi de pouvoir voir que la plupart de tous les patients que j'interviewais n'avaient pas consommé depuis entre 2 semaines et 3 mois et 5 mois, n'avaient pas consommé d'alcool ou de drogue. Donc il y en avait beaucoup, et c'était super beau, super gratifiant, et c'est vrai que ça nous a fait plaisir aussi de voir que même malgré les vacances et un centre qui avait moins bien fonctionné, les patients étaient fiers aussi de nous dire qu'ils n'avaient pas rechuté. Qu'ils avaient réussi. Ouais. Et c'est vrai que je me rappelle, avant de partir en mission, justement, on avait échangé avec un de nos amis en France, on lui avait expliqué un peu notre mission, et lui nous avait dit, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de réhabiliter, en tout cas qu'une personne puisse sortir d'une addiction? Et je m'étais pas mal questionné sur ce sujet-là, en me disant, mais au final, est-ce que vraiment c'est possible? Et en venant ici, en parlant avec les gens du centre, en parlant aussi avec par exemple un moniteur du centre qui lui a eu une grosse addiction et qui du jour au lendemain a réussi à changer, alors ça a été progressif, mais qui a vraiment du jour au lendemain fait ce chemin de se réhabiliter, et en fait on s'aperçoit que oui, c'est possible, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, beaucoup d'accompagnement aussi, mais que c'est possible. Mais ça part d'une volonté aussi du patient de changer. Vous, quand vous avez annoncé que vous alliez partir dans un centre avec des personnes en situation d'addiction à la drogue, à l'alcool, quand on connaît pas, ça peut effrayer. Vous avez reçu la mission comment? C'est vrai pour le coup, on n'y connaissait vraiment rien du tout. Enfin, c'était pas du tout dans notre... on n'avait jamais
côtoyé même des personnes avec des addictions. Donc c'est vrai que c'était un milieu qu'on ne connaissait absolument pas, et c'est un milieu qui est pas forcément toujours facile, qui est même difficile. Mais on a bien accueilli la mission, c'est-à-dire que le fait de partir comme ça à l'autre bout du monde sur même une mission qu'on ne connaissait pas, on s'est un peu laissé porter. On s'est dit voilà, on est appelé à partir là-bas, allons-y, et puis on découvrira aussi sur place. Et on a eu la chance d'être très bien accueillis, à la fois de complètement s'abandonner et en même temps de recevoir un très bel accueil là-bas, ce qui nous a permis de tout de suite nous mettre dans la mission, de rencontrer aussi nos patients, les personnes qui travaillaient aussi dans le centre. Et résultat, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé dès le départ. Ouais, c'est vrai. Et puis même moi, je voyais plus la mission, enfin, comme je suis orthophoniste et je travaille avec des patients qui sont différents, si on peut dire, qui peuvent avoir des handicaps ou des difficultés. Et en partant aussi dans ce centre, je me disais que ça allait être des patients, toujours un peu l'esprit patient comme dans mon travail, mais différents, avec quelque chose que je connais moins, pas un handicap, mais un petit truc que je connaissais pas et que j'allais découvrir ici en mission, mais que j'allais toujours avoir cette relation de patient soignant, à les porter et à essayer de les aider à s'en sortir. Sur quoi avez-vous dû lâcher prise professionnellement ou même dans votre vie de mission là-bas au Chili ? Ouais, je pense que le plus gros lâcher prise qu'on a eu, c'est de lâcher prise sur la culture française, notamment la culture française d'efficacité. Le monde de la réhabilitation, c'est un monde qui est très difficile et qui prend du temps. Il faut quitter en fait la vie. Enfin, et moi personnellement, j'ai dû quitter un petit peu cette obligation de résultat, cette obligation d'aller chercher des nouveaux patients, cette obligation de réhabiliter le plus vite possible les patients. Je suis passé un peu de l'efficacité à la relation. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que il fallait que déjà un patient qui franchit la porte, c'est déjà une grande victoire en fait, parce que c'est déjà une personne qui vient demander de l'aide et qui a réussi à faire ce premier pas. Et donc en fait on a complètement lâché prise sur cette logique un peu d'efficacité, de performance, et maintenant on est beaucoup plus dans accueillir la personne qui vient, l'aimer, l'écouter, partager un moment avec lui. Et en fait on s'aperçoit que depuis qu'on a lâché prise sur ce point-là, et ben en fait on a presque l'impression que les patients viennent plus, qu'ils se sentent mieux aussi dans le centre, et qu'ils sont encore plus assidus à leur rendez-vous dans le centre. J'ai une question qui peut paraître surprenante, qui bouscule les volontaires, et pourtant c'est une question que peuvent se poser beaucoup de personnes en France. Peut-être vous qui nous écoutez, vous l'êtes déjà posée. Est-ce que vous êtes vraiment utile ? On peut facilement se dire que les Chiliens pourraient très bien remplir vos fonctions. Quelle est votre plus-value finalement ? Je pense que nous aussi on s'est posé cette question, quand ça allait moins bien aussi dans la mission, on s'est aussi posé la question de notre utilité. Et au final, je pense que rien que d'être un couple français qui vient donner une année de son temps dans ce centre pour aider les gens, pour les écouter, parler avec eux, ça les touche beaucoup. Souvent quand on parle avec nos patients, ils sont super touchés et émerveillés même de se dire que on est venu spécialement une année dans ce centre avec eux. Donc je pense que notre utilité elle est là aussi, c'est d'être cette écoute différente que sont les Chiliens, et d'être ce couple qui pose, qui interpelle, qui pose question. Et puis en plus de ça, au-delà de ce que vient de dire Aude, c'est vrai qu'on vient aussi ici en tant que couple, en tant que jeune couple chrétien. Et c'est vrai que par exemple quand on prend l'exemple ici de la ville dans laquelle on est, il y a peu de chrétiens, il y a aussi peu de couples. Les jeunes ici n'ont pas forcément cette vision du mariage et l'envie de se marier. Et juste en étant aussi nous-mêmes, on a eu plusieurs fois des témoignages de gens qui nous ont dit merci aussi pour ce que vous représentez, qui sont venus aussi nous poser des questions sur notre manière de vivre notre vie de mariage et notre vie de couple, notamment des jeunes. Et donc je pense aussi que aussi rien que dans notre manière d'être, on transmet aussi des choses aux personnes qui sont ici, sans être dans l'efficacité et dans faire, mais simplement en étant ici. Et c'est vrai que dès qu'on raconte aux gens qu'on est arrivé ici, donc un mois après notre mariage,
Les gens nous disent vous êtes en lune de miel, c'est super beau et tout. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Ils sont souvent assez contents et étonnés de nous voir en lune de miel ici. Ah oui, je pense qu'ils n'imaginaient pas que Koh Lani Lawe pouvait devenir une destination longue pour un voyage de noces. C'est clair. Et le padré aimait beaucoup au tout début quand il nous présentait, parce qu'on a été présenté vraiment à tout le monde, et il disait à chaque fois et vous savez que Koh Lani Lawe c'est leur premier appartement ensemble ici. Enfin voilà, il était très fier de dire que la première fois qu'on habitait ensemble c'était ici au Chili. Ouais, incroyable. Et justement, donc vous l'avez dit, mais vous êtes mariés juste avant de partir en mission. Je vais raconter une petite anecdote, mais sachez que à la fin de la session d'envoi en mission, cet été à Paray-le-Monial, à laquelle Hugo et Aude ont participé, ils devaient se marier donc juste après la session, et donc Aude vient me demander si elle peut récupérer la déco de la session d'envoi pour leur mariage. Voilà, c'est la petite anecdote rigolote. Et elle a super plu, c'était génial. Merci, on avait la petite touche Fidesco à notre mariage. Génial. Mais dites-moi, mais pourquoi avoir décidé de partir juste après le mariage et pas attendre un petit peu Bon, dans cette première année de mariage, c'est un soutien précieux de s'entourer de couples, de pouvoir s'appuyer sur des jeunes couples amis avec qui partager. Mais vous décidez de vous éloigner de vos amis, de la France, donc vous perdez un peu ce soutien précieux. Et heureusement, vous avez réussi à vous faire ce que vous appelez des amigos de prière. Quel est l'objectif de ce groupe et qui le compose ? Alors effectivement, ça avait été mis en place par l'ancien couple de volontaires qui nous avait précédés. Donc c'est un petit groupe on est 3 couples. Jeunes couples, donc 2 Chiliens et puis nous, et on se retrouve, donc c'est un petit groupe de prière, on se retrouve une fois toutes les 2 semaines chez l'un ou chez l'autre pour partager ensemble, pour prier ensemble, et ensuite partager un moment convivial, souvent autour d'un dîner. Donc c'est souvent un moment qui est assez fort, parce qu'en plus on a des profils différents dans les couples, et puis c'est un beau moment de partage qui nous permet de nous retrouver, sachant qu'il y a peu de couples catholiques ici, donc c'est vrai que c'est un beau moyen de se retrouver, de partager sur notre foi et de prier ensemble. Ça fonctionne, mais là c'est un peu en pause avec le virus malheureusement, mais sinon ça fonctionne et puis c'est assez dynamique, ça change quoi. Voilà. Bon, justement, vous parlez du virus. Aujourd'hui où nous enregistrons le podcast, on parle pas mal dans les médias du Chili, en tout cas dans les médias internationaux. Alors que l'Europe commence à se déconfiner, le Chili commence à se confiner, enfin en tout cas à Santiago. Vous avez aussi vécu une période de confinement. J'ai lu dans les nouvelles aussi que, bon, c'est surtout dans la capitale, mais qu'il y a de nombreuses violences qui commencent à germer vraiment, qui trouvent leur source vraiment dans le manque de ressources de certaines populations pour se nourrir. Dans quel état d'esprit sont les Chiliens à Curanilawe ? Alors les Chiliens ici ils sont plutôt calmes à Curanilawe. On n'a pas de problème, il y a pas de problème d'approvisionnement, les gens continuent à bien se nourrir, et nous on est assez persuadés de quelque chose, c'est qu'en fait vu qu'il y a eu une grosse grève au mois de novembre-décembre, et que là il y a eu justement un peu des soucis d'approvisionnement, les magasins avaient anticipé sur le mois de mars qui était normalement la rentrée scolaire, ils avaient anticipé, donc ils avaient fait le plein de nourriture, et donc résultat en fait quand il y a eu le virus qui est tombé au moment du mois de mars, alors on a eu quelques magasins qui ont été un peu bondés de gens, mais maintenant globalement ça a repris une situation normale et il n'y a pas de soucis particuliers. Mais ce que Hugo dit pas, c'est que au mois de mars, on pensait qu'on allait avoir des énormes manifestations. On était sur la rentrée, les grosses manifs qui allaient reprendre, et au final, tout a été stoppé avec le virus. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu les magasins qui étaient plus approvisionnés et préparés à un état de guerre entre guillemets. Les Chiliens ont l'habitude de faire des grands abrazos, c'est-à-dire des embrassades. J'imagine qu'avec les gestes, qu'il y a des gestes barrières qui sont imposés, notamment des distances à respecter. Comment on survit au Chili sans abrazos, c'est possible ? Ça a été pas facile, hein. Même pour moi ça a été dur. Parce que moi
Je suis pas mal à Brassos aussi. En France, je garderai ce côté gros câlin. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Souvent, Hugo me tapait sur l'épaule avant, me disait attention Aude, tu fais pas un gros câlin, tu touches pas la personne et tout. Et maintenant on est habitué, on se tape avec le coude. Voilà, ça va. Au bout de 1 mois et demi, là c'est bon, c'est rentré dans les habitudes. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Le début était pas du tout respecté. On était avec nos masques, mais avec des gros câlins, quoi. Alors, sur place, vous avez un allié dans la mission, un ami que vous affectionnez particulièrement, c'est le père Pablo, dont vous avez parlé un petit peu. Qui est-il exactement ? Effectivement, donc c'est le Padre Pablo, donc c'est un prêtre qui est à Curaniawe depuis 6 ans. C'est une personne qui a un enthousiasme débordant, qui est toujours partant pour faire plein de choses, qui est très accueillant, qui a toujours le sourire, qui est vraiment super motivé. Et voilà, c'est vraiment une personne qui pour nous est très importante parce que voilà, c'est vraiment la personne vers qui on se tourne quand on a besoin. C'est une personne avec qui on peut vraiment bien échanger, et ça c'est vraiment une belle richesse, je trouve, de notre mission ici à Curaniawe, c'est qu'on a la chance d'avoir un partenaire, le Padre, qui nous inclut vraiment dans toute la vie paroissiale. Voilà, petit exemple par exemple, je trouve qui est assez marquant, c'est que une fois par mois il y a une grosse réunion avec les prêtres et toutes les sœurs de toute la région, et nous qui sommes ni prêtres ni sœurs, il nous invite et il nous fait participer à cette réunion. Donc ça nous a permis aussi de côtoyer plein d'autres prêtres de la région, de découvrir aussi entre guillemets ce monde sacerdotal qu'on connaissait pas en France. Donc voilà, c'est une belle richesse, c'est vraiment une personne qui nous apporte beaucoup et qu'on gardera dans notre cœur quand on rentrera en France. Ouais, c'est vrai que pour résumer, c'est vraiment notre partenaire, notre padré en même temps, avec qui on peut se confesser, et en même temps notre ami avec qui on prend beaucoup de plaisir à partager. Et puis c'est aussi la seule personne qui capte un peu nos différences en tant qu'étranger et français. Voilà, je pense qu'il a été habitué avec les 2 ans des autres missionnaires, et du coup il comprend quand on dit un mot, en fait, entender, ça veut dire comprendre, et en fait on dit comprender à la place. Voilà, il comprend, il y a des petits jeux d'espagnol qui comprend parce que voilà, il est habitué. Et alors vous dites que c'est votre partenaire, je pense pas que tout le monde ici sache ce qu'est un partenaire. Est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui nous écoutent ? Ouais, donc le partenaire, c'est souvent un prêtre, une sœur ou une sœur qui sont dans le monde et qui ont un besoin local avec l'église, et donc qui demandent à Fidesco d'envoyer des missionnaires. Donc par exemple, nous, le Padre Pablo avait besoin de volontaires pour la direction du centre de réhabilitation, et donc c'est pour ça qu'il a demandé à Fidesco d'envoyer des volontaires. Et donc le partenaire, c'est celui qui est vraiment un peu notre guide, aussi notre chef sur place, puisque c'est lui qui est à l'origine de la création de la mission. Voilà, c'est lui qui va guider notre mission et qui va nous donner aussi les directives, qui va nous dire ce qu'il attend de nous, et qui va nous aider aussi à vivre la mission pleinement. Et donc, c'est le Padre Pablo qui vous a appelé à servir à ses côtés, et il vous confie donc des belles responsabilités. Quelles sont les compétences professionnelles que vous développez sur place que vous n'imaginiez pas développer ? Déjà, ce qui est très riche dans notre mission, c'est qu'on est à la tête d'un centre de réhabilitation, d'un petit centre. Donc c'est super parce qu'en fait, on fait tout de A à Z. Donc ça, c'est quand même très riche. Ce que je trouve très riche, par exemple, c'est donc on fait tout, on fait de la comptabilité, on fait de la communication, on fait de la gestion aussi de l'homme, du management. Donc ça, c'est des compétences qui forcément nous serviront. Moi là, par exemple, on a appris à fabriquer un site internet aussi, donc c'est des choses qu'on pensait pas forcément faire et qu'on savait pas faire avant, donc on a appris à le faire. Donc je trouve qu'on développe des compétences très larges, et on continue à se développer par rapport à ce qu'on apprenait en France. Mais je trouve ce qu'on apprend le plus, je dirais, au-delà de nos compétences en tant que telles, c'est vraiment ce qui nous marque d'un point de vue humain, c'est-à-dire
Ça a été un vrai le fait d'accueillir la mission quand on est parti, ça a été très riche d'un point de vue humain, de couple, en tant que couple, de s'abandonner et d'accueillir le lieu où on partait, la mission, les patients qu'on allait rencontrer. Ça nous a beaucoup appris aussi à lâcher prise sur nos patients, sur le monde de la réhabilitation. Et puis ça nous a aussi beaucoup appris à se laisser interpeller sur les personnes qu'on rencontre. Moi je sais que par exemple je suis quelqu'un qui suis de base très tourné vers la tâche. Quand je fais quelque chose, j'ai du mal à me laisser happer par ce qui se passe autour de moi. Et là quand tout d'un coup on est dans son bureau et il y a un patient qui franchit la porte, il faut être capable aussi de tout arrêter pour justement se tourner vers lui, pour pouvoir l'écouter. Et je pense que ça nous a appris aussi beaucoup de ce point de vue-là. Moi, en compétence, que je dirais, qui m'a beaucoup appris, c'est de m'exprimer à l'oral devant tout le monde, parce qu'au final, en tant qu'orthophoniste, je suis dans mon bureau en tête-à-tête avec un patient, et là, j'anime des réunions, je dois m'exprimer à l'oral devant tout le monde, et je pense que c'est une des grosses compétences que j'ai apprises, et en plus en espagnol, et en plus, souvent, c'est assez intimidant de s'exprimer de base, et en plus en espagnol, c'est vrai que ça rajoute toujours un peu. Je sais pas si vous avez suivi les derniers podcasts. Je crois que si. On a commencé à lancer des défis intervolontaires. En gros, à la fin du podcast, les volontaires doivent répondre aux défis lancés par les volontaires du podcast précédent. Et puis donc lancer un défi aux volontaires qui suivront. Et la semaine dernière, j'étais avec Gwenaëlle et Pierre en mission à Madagascar. Vous les situez ? Ouais, très bien. Et donc, ils vous lancent le défi suivant. C'est de compter dans la langue locale, donc en espagnol, de 30 à 1, donc à l'envers. Ok, vamos. Vamos. Ça devrait. Ouais, ok. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah ouais, mais trop facile en fait. Ah ouais, on avait peur de tomber sur un truc pire. C'est clair. On avait déjà prévu la chanson du Lesotho. Ceux qui ont eu après le Lesotho, ils ont dû avoir la chanson horrible. Ah mais si vous voulez chanter, allez-y hein. Non, c'est bon. Bon, du coup, c'est à votre tour de lancer un défi pour le prochain podcast. Alors, juste, il y a une difficulté pour vous. Et ça va me permettre de faire un petit teasing pour le prochain podcast. La semaine prochaine, nous n'allons pas aller à la rencontre d'un volontaire en mission parce qu'on veut vous parler d'une initiative exceptionnelle de Fidesco pour aider les populations pauvres auprès desquelles les volontaires agissent. Les aider à faire face à la pandémie, et donc pour ça on ira interviewer Emery Claire qui est le directeur de Fidesco, et donc Hugo et Aude, vous allez devoir lancer un défi au directeur lui-même quoi. Alors si je me trompe pas, je crois qu'il est parti à Madagascar en mission, plus jeune, et je lui propose de nous raconter une blague en malgache. Le faux. Ok. Et on lui demandera ça alors. Le pauvre. Il peut dire n'importe quoi, on comprendra pas de toute façon. Bon, merci Hugo, merci Aude pour votre témoignage. C'est déjà l'heure de nous quitter et de quitter le Chili, ses empanadas, ses asados et puis toutes les personnes du centre Renace. Vous avez pris l'habitude dans vos rapports de mission de conclure en confiant des intentions de prière particulières. Et du coup, je vous propose donc de faire pareil et de terminer ce podcast par une ou deux intentions de prière que nous pourrions tous porter ensemble. Moi, je voudrais qu'on confie Mariella, qui est une patiente du centre, qui est enceinte et qui est à la rue. On vient d'apprendre sa grossesse. Je voudrais qu'on la confie, qu'on arrive qu'on puisse l'aider du mieux qu'on puisse pour porter cette grossesse et puis pour sortir aussi de la drogue et de l'alcool au quotidien.
On peut confier aussi les futurs volontaires qui prendront notre suite aussi pour mener à bien et pour continuer à mener à bien cette mission qui fait vraiment sens ici à Curaniawe et qui vraiment permet d'aider les patients qui viennent dans le centre et toutes les personnes qui ont des addictions. Bon, du coup, on est en union de prière pour Mariella, son enfant à naître, et puis les futurs volontaires du centre. Ouais. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Salut Marine. Cuídense, abrazo. Abrazo, un grand abrazo. Et à vendredi prochain, du coup, avec le directeur himself. Ciao.